La campagne de pression de l'armée américaine fonctionne. Les Houthis sont dispersés et font face à un défi encore plus grand. L'Iran les a abandonnés pendant que les États-Unis bombardent le Yémen. Ce mouvement a des conséquences majeures, non seulement pour la mer Rouge, mais aussi pour un potentiel affaiblissement de l'Iran, alors qu'il retire son soutien à l'un de ses principaux groupes mandataires. Le 3 avril, The Telegraph, un média basé au Royaume-Uni, a rapporté que l'Iran avait ordonné à tout son personnel militaire de quitter le Yémen. On ne sait pas exactement combien de ses troupes l'Iran avait stationnées dans le pays, qui est en proie à une guerre civile amère depuis plus d'une décennie. Cependant, nous savons que l'Iran avait au moins déployé une unité de sa garde révolutionnaire au Yémen en janvier 2024. Cette présence était supervisée par le général Abdul Reza Chalaï, un homme que l'Institut de Washington dit que la première administration Trump a tenté d'assassiner en 2020. Chalaï était-il toujours au Yémen ? Nous ne savons pas avec certitude, mais s'il l'était, le récent retrait iranien signifie qu'il est en route pour chez lui, avec toutes les troupes qu'il supervisait au Yémen. Le Télégraphe a cité un responsable iranien anonyme affirmant cela. Ce mouvement intervient au milieu de l'intense campagne de bombardement de Trump au Yémen, ainsi que de ses efforts pour forcer l'Iran à la table des négociations sur le programme nucléaire iranien. Selon le responsable, les conversations en Iran se concentrent actuellement sur Trump et comment le gérer. Chaque réunion est dominée par des discussions à son sujet, et aucun des groupes régionaux que nous avons précédemment soutenus n'est discuté, affirme le responsable. Alors, pourquoi exactement l'Iran se retire-t-il du Yémen ? Il semble qu'une des raisons soit la campagne de bombardement que les États-Unis ont lancée contre le Yémen, que Trump a déjà décrite comme incroyablement réussie. Les États-Unis bombardent des cibles Houthis au Yémen depuis le 15 mars, tuant des dizaines de personnes dans le processus. Les Houthis ont tenté de présenter les frappes aériennes comme étant concentrées sur les centres de population yéménites, affirmant le 15 mars que les bombes américaines avaient déjà tué 31 personnes tout en blessant 101 autres. Les États-Unis, en revanche, affirment que leur campagne de bombardement a réussi à décimer la direction des Houthis et certains de leurs sites militaires clés, rendant le groupe moins capable de mener des assauts sur des navires commerciaux dans la mer Rouge. Là, la vérité se situe probablement entre les deux. Ce qui est certain, c'est que les bombardements américains sont constants. Pour accentuer la pression sur les Houthis et l'Iran, Trump a ordonné des raids aériens quotidiens. Le deuxième anniversaire du début des bombardements a commencé. PBS a rapporté une autre frappe qui a tué au moins une personne alors que les États-Unis ont éliminé un important site militaire Houthi dans la capitale yéménite de Sanaa. La frappe la plus récente, qui a eu lieu le 3 avril, a tué au moins 6 personnes alors que les États-Unis ont bombardé plusieurs zones contrôlées par les rebelles au Yémen. En tout, la campagne de Trump a tué au moins 67 personnes au Yémen. Ces frappes ont lieu alors que les États-Unis renforcent leur présence militaire au Moyen-Orient. Les États-Unis ont envoyé au moins 6 de leurs bombardiers B-2 Spirit à une base militaire éloignée nommée Diego Garcia. La base se trouve sur une petite île de l'océan Indien, contrôlée par le Royaume-Uni. Elle est à portée de l'Iran, du moins lorsque les États-Unis déploient leurs bombardiers et les avions citernes qui permettent à ces bombardiers de se ravitailler en vol. Et elle est hors de portée des missiles iraniens. Le déploiement du B-2 sert d'avertissement à l'Iran. Les États-Unis ciblent d'abord les Houthis. Il se concentrera sur l'Iran si Trump n'obtient pas ce qu'il veut. 50. United States Ship Carl Vinson a été déployé en mer Rouge, parmi d'autres mouvements américains. Ce gigantesque porte-avions est actuellement en route vers le Moyen-Orient, où il rejoindra l'United States Ship Harry S. Truman, qui sert déjà en mer Rouge comme point de lancement pour les frappes aériennes américaines actuelles. L'arrivée de la United States Ship Carl Vinson doublera la puissance aérienne américaine dans la région, augmentant les dangers pour la direction Houthi. Ajoutez à tout cela l'annonce fin mars des États-Unis qu'ils envoyaient la 124e escadre de chasseurs au Moyen-Orient, qui compte plusieurs avions d'attaque au sol, Addix Thunderbolt, 2 dans son arsenal, aux côtés de 300 personnels. La pression s'intensifie alors que les Houthis tentent de riposter. Le Télégraphe dit qu'il y a actuellement un expert militaire russe stationné à Sanaa qui conseille les Houthis sur la manière de mener des contre-attaques contre les porte-avions américains. Cependant, même cet expert a un motif caché. Alors que la Russie tente de concentrer les Houthis sur les États-Unis, elle les dissuade également d'attaquer l'Arabie Saoudite, qui est le lieu où Trump et Poutine ont tenu des pourparlers de cessez-le-feu concernant la guerre en Ukraine. Les attaques des Houthis sur la marine américaine en mer Rouge sont considérées comme les plus intenses affrontées par les marins américains depuis la Seconde Guerre mondiale en raison de leur fréquence.
mais les Houthis n'ont pas encore réussi à toucher directement avec leurs missiles et leurs drones. Les États-Unis atteignent leur cible tous les jours au Yémen. Le succès de la campagne de bombardement américaine nous amène également à une autre raison pour laquelle l'Iran se retire. Il ne veut pas entrer en conflit direct avec les États-Unis. L'officiel qui a parlé au Télégraphe fait une brève mention de cela, déclarant que l'Iran ne veut pas avoir de personnel au Yémen. Ils craignent d'être pris dans les frappes aériennes américaines, ce qui est compréhensible. Si un officiel militaire iranien est bombardé au Yémen, l'Iran n'aura d'autre choix que de répondre. Il le faudrait d'une manière ou d'une autre. Le pays s'est positionné comme un acteur clé du pouvoir au Moyen-Orient et s'engage constamment dans une rhétorique anti-américaine. Permettre aux États-Unis de tuer l'un des leurs, même si la mort se produit dans un autre pays, confirmerait une fois pour toutes que l'Iran aide les Houthis et forcerait l'Iran à déclencher un combat direct. Et c'est un combat que l'Iran ne pourrait pas gagner. Selon Global Firepower qui classe chaque année 145 nations militaires, en utilisant plus de 60 facteurs, les États-Unis devraient écraser l'Iran dans un combat direct. Global Firepower classe les États-Unis comme la plus grande puissance militaire du monde, avec l'Iran qui arrive en 16e position. Les États-Unis ont 718 000 soldats de plus dans leur armée active, pour un total d'1,328 millions, ainsi que 799 500 réservistes, comparés aux 350 000 de l'Iran. Où que vous regardiez, les États-Unis sont premiers. Ils dépensent 895 milliards par an pour son armée, comparé aux 15 milliards de dollars de l'Iran. Les États-Unis ont plus de 13 000 avions, comparé aux 551 de l'Iran. Environ 6 fois plus de véhicules blindés, près de 3000 chars de plus et une marine. C'est environ 3 fois la taille de celle de l'Iran, en termes de nombre d'actifs. Pas étonnant que l'Iran ne veuille pas entrer en conflit direct. Il semble que le pays ait décidé que la discrétion est la meilleure part de valeur dans la situation Houthi. Sans personnel militaire iranien au Yémen, il n'y a également aucune chance qu'un conflit accidentel éclate entre les États-Unis et l'Iran. De plus, l'Iran fait également face à la réalité que les frappes aériennes de Trump au Yémen ont été aussi réussies que le prétend le président américain. Par exemple, le 25 mars a apporté la nouvelle qu'une de ces frappes aériennes avait probablement tué Wissam al-Assad, un membre senior du Conseil politique suprême des Houthis. Al-Assad semblait disparaître de la surface de la Terre vers la fin du mois de mars. Un important officiel Houthi, l'un de leurs principaux propagandistes, est concerné. Alors qu'il utilisait Dix pour poster à plusieurs reprises des vidéos en soutien à Gaza, alors qu'il s'en prend à Israël, son dernier post sur Dix date du 20 mars, où il a simplement écrit « Mort à Israël ». Depuis lors, rien. Il semble probable qu'Al-Assad, ainsi que de nombreux autres membres de la direction des Houthis, se soient soit cachés sous terre, soient devenus les victimes des frappes aériennes américaines. L'Iran observe tout cela et semble avoir pris une décision. Il ne vaut tout simplement plus la peine de soutenir les Houthis. L'officiel qui a parlé au Télégraphe semble confirmer ce concept. L'opinion ici est que les Houthis ne pourront pas survivre et vivre leurs derniers mois voire jours. Il n'y a donc aucun intérêt à les garder sur notre liste, a affirmé l'officiel. Ils faisaient partie d'une chaîne qui dépendait de Nasrallah, l'ancien secrétaire général du Hezbollah, et d'Assad, l'ancien président syrien. Et garder seulement une partie de cette chaîne pour l'avenir n'a aucun sens. C'est un commentaire révélateur de l'officiel iranien. Il nous dit que l'Iran utilisait activement les Houthis et le Hezbollah, ainsi que la Syrie, pour maintenir sa base de pouvoir au Moyen-Orient. Avec le régime Assad en Syrie en lambeaux, une partie vitale de cette chaîne d'influence a été brisée. Le Hezbollah a été affaibli par sa lutte contre Israël. Maintenant, les Houthis sont attaqués, et l'Iran pense qu'il vaut mieux prendre la fuite que de soutenir un groupe qui perdra inévitablement face à la pression écrasante des États-Unis. Alors, que signifie vraiment l'abandon des Houthis par l'Iran pour la situation au Moyen-Orient? Pour une chose, il semble que la pression américaine exercée sur l'Iran fonctionne. Selon Shannon Wakil du think tank international Chatham House sur les affaires internationales. Il dit au Télégraphe que l'approche de Trump envers les Houthis au Yémen est très différente de celle de l'ancien président Joe Biden. Lors de sa campagne de 2024 contre le même groupe, Biden a adopté une posture défensive envers les Houthis. Il a retiré la désignation du groupe en tant qu'organisation terroriste en 2021, un geste que Trump a depuis inversé. Et ces frappes de 2024 ont généralement été considérées comme réactives plutôt que proactives. Trump a adopté une approche différente, dit Wakil. Trump essaie de prouver qu'il est plus efficace pour mettre fin et résoudre les conflits que ne l'était l'administration Biden, dit Wakil au Télégraphe.
Les frappes sont liées à la campagne de pression maximale qu'il a approuvée. Et il veut simultanément envoyer un message à l'Iran et à l'axe de la résistance que son administration va adopter une approche plus audacieuse pour déstabiliser les activités régionales. Cette pression cible à la fois l'Iran et les Houthis. Nous examinerons bientôt les implications pour les Houthis. Sur le front iranien, Trump applique toute cette pression à cause de quelque chose que nous avons mentionné plus tôt. Les États-Unis veulent amener l'Iran à la table des négociations sur le programme nucléaire iranien. En mars, Trump a envoyé une lettre au président iranien Vassour Ovesquian, lui disant que les États-Unis voulaient ouvrir des pourparlers. L'Iran a rejeté cette proposition, a déclaré Ovesquian. Nous avons répondu à la lettre du président américain via Oman, rejetant les pourparlers directs, mais restant ouverts aux négociations indirectes. En réaction, Trump a intensifié les bombardements américains sur les Houthis et encouragé le renforcement militaire des États-Unis au Moyen-Orient. Comme mentionné précédemment, Trump a signifié clairement à l'Iran qu'il ne peut posséder l'arme nucléaire. Ce message est opportun, car l'Iran semble se rapprocher de plus en plus du développement de ses propres ogives nucléaires. Selon Iran Watch, l'Iran est déjà à un stade où il est capable d'enrichir de l'uranium jusqu'à 60% d'uranium-235 ou U-235. C'est un isotope naturellement présent dans l'uranium qui subit une fission lorsqu'il est à bombarder de neutrons. Cette fission libère une énergie massive, déclenchant la réaction en chaîne nécessaire à la détonation d'une ogive nucléaire. La plupart des armes nucléaires modernes utilisent de l'uranium enrichi à 90% en U-235. Cependant, il est possible de construire une arme nucléaire qui utilise uniquement de l'U-235. L'Iran fait des progrès importants dans l'obtention d'uranium enrichi suffisant pour une ogive nucléaire et installe plus de centrifugeuses d'enrichissement d'uranium. Par exemple, en novembre 2020, il a installé une cascade de 174 centrifugeuses infrarouges, 2, une cascade similaire de centrifugeuses infrarouges, 6 ayant été installées en février 2021. Iran Watch affirme que l'Iran pourrait construire une arme nucléaire en 4 mois s'il parvient à installer 3000 infrarouges, 2S, le temps nécessaire, tombant à 2 mois et demi, s'il dispose du même nombre de centrifugeuses infrarouges, 6. Autrement dit, l'Iran est de plus en plus proche d'obtenir l'arme nucléaire. Quand l'Iran a rejeté la demande de pourparlers de Trump, ce dernier a répliqué que les États-Unis pourraient être forcés de bombarder massivement le pays. En réponse, l'Iran a déclaré que la pression de Trump pourrait le contraindre à accélérer ses ambitions nucléaires. Un conseiller du leader suprême du pays, l'ayatollah Ali Khamenei, a exposé la position de l'Iran. Nous n'allons pas vers l'arme nucléaire, mais si vous faites fausse route sur la question nucléaire iranienne, vous pousserez l'Iran dans cette direction pour sa défense. L'Iran s'y oppose, mais n'aura pas le choix. Axios a rapporté le 2 avril que Trump envisage maintenant sérieusement de tenir des pourparlers indirects avec l'Iran sur son programme nucléaire. En attendant sa décision, il maintiendra la pression sur l'Iran via les frappes aériennes Houthis. Et l'abandon des Houthis par l'Iran suggère que la pression exercée par les États-Unis fonctionne. La stratégie de Trump est d'éliminer un groupe clé sur lequel l'Iran compte pour projeter sa puissance au Moyen-Orient. Avec la disparition de ce groupe, les États-Unis peuvent se focaliser entièrement sur l'Iran. À un moment où l'Iran préférerait vraiment que les États-Unis ne surveillent pas ce qu'il fait. L'Iran est contraint de se concentrer sur ses affaires internes, Trump espérant probablement que ce dernier mouvement amènera l'Iran à la table des négociations, directement ou indirectement, plus tôt que tard. Mais au-delà de ce que signifie l'abandon des Houthis pour les ambitions nucléaires de l'Iran, cela signale également quelque chose que l'Iran ne veut pas admettre. Le pays s'affaiblit, Le Télégraphe le note dans son rapport sur l'abandon des Houthis. Il souligne que le succès massif d'Israël contre le Hamas et le Hezbollah, que le média qualifie de nœud clé dans le réseau de mandataires de l'Iran qui comprend les Houthis, a créé une opportunité pour les États-Unis d'affaiblir l'influence de l'Iran au Moyen-Orient. Le média dit également que les frappes de missiles ratés de l'Iran sur Israël en 2024 ont accentué cette faiblesse. Retour en avril 2024. L'Iran a tiré environ 300 missiles et drones sur Israël dans une manœuvre destinée à soutenir le Hamas à Gaza, rapporte Bloomberg. Pratiquement toutes ces armes ont été soit abattues, soit n'ont pas atteint leur cible. Une seconde frappe de missiles, celle-ci en octobre, utilisant 200 missiles, comportait des missiles plus puissants, mais a également échoué. Ces échecs ont été préjudiciables à l'Iran. Combinées, ces frappes représentaient 2 des plus grandes lancées dans l'histoire du monde, et elles n'ont pratiquement causé aucun dommage. Ils étaient insuffisants pour empêcher Israël d'attaquer le Hamas. Ils ont également échoué. En tant que démonstration de puissance, l'Iran a involontairement prouvé que ces missiles n'étaient pas assez puissants pour blesser Israël, ce qui signifie que les États-Unis sont confiants que l'Iran ne peut rien faire pour les endommager sérieusement.
L'Iran a toujours des centaines de missiles, comme le dit le chercheur principal de l'université Bar-Ilan, le docteur Ayol Pinko. Les Iraniens produisent des centaines, de très nombreux missiles de différents types et portées. Dans l'industrie iranienne des missiles balistiques, plus de 10 000 ingénieurs travaillent dans ces différentes usines. Le problème pour l'Iran est que la plupart de ces missiles se sont déjà révélés être des échecs. Avec les revers du Hamas, du Hezbollah, d'Assad et maintenant des Houthis, l'Iran est plus vulnérable à la pression américaine. Parce qu'il s'est révélé être un tigre de papier. Tout le réseau du Moyen-Orient de l'Iran s'effondre, et il semble que le pays ne peut pas faire grand-chose à ce sujet, sauf à venir à la table des négociations comme le souhaite Trump. L'armée israélienne a détruit une grande partie de l'infrastructure du Hamas à Gaza, et infligé de lourdes pertes au Hezbollah au Liban, rapporte The Telegraph. L'Iran a également échoué à protéger Bachar al-Assad, l'ancien président syrien et un allié clé, contre une offensive rebelle rapide qui a renversé le dictateur en décembre. Les Houthis, les derniers mandataires de l'Iran, ont été abandonnés par ce dernier, révélant ainsi sa véritable faiblesse. Tout cela revient à dire que l'Iran est tombé de sa position de l'un des principaux acteurs de pouvoir au Moyen-Orient, et cette chute a également un impact évident sur les Houthis. Avec le retrait de l'Iran du Yémen, il était possible que le pays cesse prochainement ses livraisons d'armes aux Houthis. Avant, l'Iran exportait tout. De ces missiles balistiques Shabab 3, qui ont une portée allant jusqu'à 2000 km, à ces missiles Birkin 3, qui peuvent parcourir jusqu'à 1200 km. Ce sont des missiles comme ceci, en plus d'une petite armée de drones que les Houthis ont utilisés pour mener ces attaques en mer Rouge, qu'ils prétendaient soutenir le Hamas à Gaza. Depuis octobre, les Houthis ont mené 500 attaques sur la mer Rouge, le transport maritime et Israël à l'aide de ses armes et de leur petite marine. 2023 selon le Crisis Group. Ces attaques ont affecté une voie navigable, par laquelle environ 12% du trafic maritime mondial et 40% de son flux de transport de conteneurs passent. Le soutien de l'Iran a donné du pouvoir aux Houthis, que le groupe a tenté d'utiliser. L'ancien diplomate yéménite et actuel associé de Chatham House, Mahmoud Shehra, raconte au Télégraphe. Après l'effondrement du Hezbollah et du régime d'Assad, les Houthis sont maintenant en première ligne et mènent des attaques très intensives. Ils intensifient et prennent des risques car cela prolonge leur vie politique au Yémen, selon leurs propres calculs. Selon Shehra, les Houthis allèrent même jusqu'à renommer les missiles et les drones qu'ils recevèrent de l'Iran pour dissimuler leurs liens avec le pays. Le pouvoir acquis par les Houthis grâce à leurs liens avec l'Iran leur a permis de contrôler Sanaa, où ils imprimèrent de l'argent et collectèrent des impôts sans représentation. Cependant, le départ de l'Iran et l'abandon des Houthis pourraient être vus comme un retrait d'une guerre par procuration qu'il a contribué à déclencher. Pour les Houthis, cela signifie plus de soutien, plus de formation et potentiellement plus d'armes iraniennes. Avec le départ de l'Iran, les Houthis ne pourront maintenir leurs attaques en mer Rouge et leur défense actuelle vacillante contre les frappes aériennes américaines que pendant un certain temps avant de s'effondrer. L'abandon du groupe par l'Iran pourrait mener à son résultat le plus significatif. Des Houthis plus faibles peuvent car signifier que l'ancien gouvernement du Yémen peut revenir au pouvoir. Nous pourrions assister à l'effondrement simultané de deux régimes. Les Houthis peuvent se maintenir si longtemps, maintenant que l'Iran les a abandonnés. Cet abandon pourrait aussi marquer la fin de l'utilisation par l'Iran de mandataires pour semer le chaos au Moyen-Orient. Tout cela résulte de la décision de Trump d'accroître la pression sur les Houthis par des frappes aériennes, contrairement à ce que le groupe a connu sous Biden. Mais que pensez-vous de l'abandon des Houthis par l'Iran ? Qu'est-ce que cela nous dit sur l'avenir du Moyen-Orient ? Et comment la relation entre les États-Unis et l'Iran va évoluer ? L'Iran a-t-il simplement perdu sa position de joueur clé au Moyen-Orient ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous à The Military Show pour plus d'actualités sur la situation au Moyen-Orient. Nous fournissons indépendamment des informations à jour sur les conflits militaires à travers le monde et apprécions grandement votre soutien.